Nous voici donc dans une nouvelle leçon d'Excel. C'est donc la leçon numéro 2. Et pour cette leçon, j'ai choisi d'ouvrir un fichier que j'ai appelé exemple 1.3, tout simplement parce que c'est le même fichier qui est utilisé pour les 3 premières leçons. Et vous voyez que là, j'ai fait apparaître une feuille 2 où j'ai déjà placé toute une série de textes. Alors, est-ce que c'est très compliqué de faire apparaître une deuxième feuille? En réalité, non. Il me suffit de cliquer sur le petit plus. Et vous voyez, il y a déjà une feuille 4 qui s'est placée juste à côté de la feuille 2. Donc, vous voyez, il suffit de vous positionner sur la feuille qui vous intéresse. Vous cliquez sur clic et il y a une autre feuille qui peut à ce moment-là apparaître. Si par contre, la feuille, vous ne la voulez plus, eh bien, il suffit de faire un clac et de dire supprimer. Mais attention, si vous supprimez une feuille, eh bien, il est strictement impossible de la faire revenir par la suite. Vous ne pouvez pas, à l'aide de la petite flèche annuler, vous voyez, impossible d'annuler lorsque vous avez fait disparaître une feuille. Alors, vous voyez que ici, bon, j'ai saisi du texte un peu partout. J'ai mis différents nombres. En fait, l'idée, c'est de pouvoir examiner un petit peu toutes les sélections possibles. Jusqu'à présent, lors de la leçon précédente, on s'était contenté de dire, ben voilà, je prends une cellule, puis je fais une modification, puis j'en clique une seconde, etc., etc. Bon, moi, de mon côté, ce que j'aimerais bien faire, c'est de sélectionner toutes les cellules qui sont, par exemple, en dessous de, je vais dire en fonction, en dessous de 12, hein, et de les mettre en rouge. On va supposer qu'il faut, pour réussir les évaluations, il fallait qu'on ait au minimum 12, et que, bon, que si on est en dessous de 12, eh bien, on est en échec. Ça veut dire que, bon, que j'ai un 8 là, j'ai un 10 là, j'ai un 6, un 8, un 9, 10. Est-ce qu'il faudrait répéter à chaque fois la même opération? Eh bien, heureusement, non. Lorsque vous voulez faire une sélection, il suffit de faire un cliquer-glisser sur les cellules qui sont adjacentes, vous voyez, comme ceci, et il y a moyen de pouvoir modifier certaines choses. Donc, vous voyez que si je fais une sélection cliquer-glisser, là, ce serait toute la colonne, puisque tout est en dessous de 12. Eh bien, je pourrais déjà dire, ben voilà, je mets ça en rouge. Voilà, vous voyez, je clique sur rouge et ça a bien fonctionné. Bon, est-ce que ça veut dire que je serai obligé de faire malgré tout petit morceau par petit morceau? Eh bien, non, pas forcément. Grâce à la touche CTRL, donc c'est TRL, je peux sélectionner autant de cellules que je veux. Donc, regardez, je clique sur 10 et 8 parce que je veux les mettre en rouge, puis je maintiens la touche CTRL. Alors, 15 c'est bon, 10 c'est pas bon, 18, 11, 11, 11. Si j'en oublie, c'est pas grave parce que on verra que cela marche. Vous voyez, je suis en train de faire toute une série de sélections en maintenant ma touche CTRL. Je ne l'ai toujours pas quittée. Voilà, 10, 9, 10, 12, 12 c'est bon, 15, 13, 14, 9, 13, 11, 11 et 9. Et maintenant seulement, je retire mon doigt de la touche CTRL. Vous voyez que ma sélection est toujours restée et clic. Voilà, tout est passé en rouge. Vous voyez que bon, que c'est quand même très productif de pouvoir utiliser cette méthode pour pouvoir faire différentes sélections. Alors, si vous aimez les raccourcis clavier, avec la touche des majuscules ou Shift en anglais, je peux très bien dire, voilà, je me suis positionné à la cellule C8. Si je clique sur cette touche, et voilà, je vais sélectionner, voilà, comme ceci, une cellule, et puis je peux continuer. Voilà, vous voyez que là, je n'ai pas vraiment moyen de pouvoir modifier les choses, tout simplement parce que la touche des majuscules ne me permet pas de faire ça facilement. Alors, quelque chose de très intéressant aussi qui va certainement pouvoir vous servir, c'est la possibilité de pouvoir sélectionner soit plusieurs colonnes ou encore soit plusieurs lignes. Je veux sélectionner la colonne E, et bien c'est très bien, je clique sur le numéro E et vous voyez que bon que toute la colonne est sélectionnée. Je clique sur la ligne 6
hop, cette fois-ci, c'est la ligne 6 qui est sélectionnée. Je veux sélectionner plusieurs colonnes de E jusqu'à G. Je fais E, F, G. Voilà, ça fait 3 colonnes qui sont sélectionnées. 3 lignes, 6, 7, 8. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est un peu embêtant qu'on peut soit faire l'un, soit faire l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas tout faire en même temps? Mais oui, de nouveau, toujours avec la touche CTRL. Si je sélectionne par exemple mes 2 premières colonnes ici, voilà, j'appuie sur la touche CTRL et maintenant je peux m'amuser à sélectionner d'autres choses comme je veux. Voilà, et pourquoi pas, hop, les 3 valeurs ici, je vais lâcher ma touche CTRL et voilà, j'ai tout sélectionné. Maintenant, je peux mettre en rouge, en gras, en italique, comme je veux. Donc, par exemple, je peux dire, tiens, voilà, j'ai les titres qui sont ici. Je vais sélectionner les titres. Voilà, pourquoi pas tout ça, je décide de mettre en gras. Voilà, vous voyez que c'est assez simple à manipuler. Alors, il y a toujours la possibilité de pouvoir utiliser les raccourcis clavier. Encore une fois, c'est si ça peut vous faire plaisir. Voilà, je me positionne sur la cellule E8. Voilà, et je vais faire CTRL espace. CTRL espace, voilà. Là, c'est la colonne qui est sélectionnée. Si maintenant je veux faire autre chose, je vais faire majuscule espace. Et voilà, c'est la ligne qui est sélectionnée. Voilà, bon, c'est juste pour information. C'est quelque chose que personnellement, je n'utilise absolument jamais. Par contre, ce que j'utilise très régulièrement, c'est la possibilité de pouvoir sélectionner l'entièreté de la feuille de calcul. Je me positionne alors ici, dans le petit coin en haut à gauche, là où il y a cette flèche qui est pile à gauche de A et au-dessus de A, et je clique dessus. Clic. Là, tout est sélectionné, ce qui me permet de pouvoir changer de... bon, je ne sais pas ce que ça va faire, Thomas, on va voir, voilà. Donc, j'ai changé de police, mais alors l'entièreté de la feuille, ça veut dire que si je me positionne n'importe où maintenant et que je saisis n'importe quoi, 85, voilà, vous voyez que tout est dans la police qui m'intéressait. Ce que je peux faire aussi, voilà, je reviens en arrière, je trouvais que tout était trop petit, la sélection est toujours une mise, voilà, je mets 14, voilà, c'est beaucoup plus grand, peut-être beaucoup plus aéré, et peut-être que lorsque je fais différentes présentations, ça pourrait me servir à défaut de l'utilisation d'un zoom, où je sélectionne toute la feuille, je mets dans une police plus grande, et puis après, rien ne m'empêche de revenir en arrière si je veux. Là aussi, il y a un raccourci clavier, il en existe même 2. Vous pouvez faire soit, on avait fait majuscule, espace et puis CTRL espace, eh bien je fais les 3. Cette fois-ci, je fais CTRL majuscule espace. Voilà, tout est sélectionné. J'appuie sur Escape. Ah ça n'a pas marché. Je voulais enlever la sélection. Voilà, je clique ici. Un plus grand classique, c'est CTRL A. Là aussi, ça marche. Tout est sélectionné. Ça c'est pas mal non plus. Si vous êtes très loin dans votre feuille, vous faites CTRL A pour sélectionner le tout. D'ailleurs, au niveau de ma feuille 3, puisque c'est là que je vais continuer ma leçon, vous découvrez ici une feuille où je n'ai que 4 données, 4 petites données, que je vais m'amuser à déplacer, à gauche, en droite, à haut, en bas. Je vais utiliser le principe de couper, copier, coller pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous allez voir que qu'avec Excel, il y a peut-être d'autres moyens plus faciles que d'utiliser les petites icônes qui se trouvent donc ici, couper, copier et puis coller. On va commencer par le couper, c'est ce qu'on appelle un déplacement. Je déplace 4 cellules et je veux, enfin plutôt le contenu de 4 cellules et je veux mettre ailleurs. Donc vous voyez, j'ai fait ma sélection par cliquer glisser. Une fois que j'ai fait ça, je fais couper, je vais ailleurs et puis je fais coller. Vous voyez, il a bougé. Je fais couper, je vais là, je fais coller. Et je reviens ici, non, pardon, ma sélection, je fais couper, je vais là, je fais coller. Voilà, ça c'est une première manière de pouvoir faire mon déplacement. Une autre manière, ça c'est la manière la plus classique que j'utilise, je fais la sélection
Et regardez, je vais jouer avec ma souris. Je prends ma souris, je vais ici sur un des bords, pas sur la croix, pas sur le petit carré. Je vais ici, n'importe où sur le bord. Je fais en sorte que ma grande croix blanche devienne 4 petites flèches noires et je fais un cliquer glisser. Hop, et je peux positionner alors à ce moment-là mes 4 cellules où j'ai envie en utilisant que la souris. Voilà. Vous avez aussi les grands classiques CTRL X, CTRL V. CTRL X, je saisis, enfin, je prends l'ensemble des cellules. C'est mon coupé si vous voulez. Je me positionne ailleurs et puis je fais CTRL V. Voilà, ça marche aussi. Je recommence, CTRL X. Je vais là, CTRL V. Voilà, c'est ce qu'on appelle le déplacement. Et puis alors vous avez l'autre, vous avez la copie. Puisque j'étais occupé avec les raccourcis clavier, cette fois-ci c'est CTRL C, CTRL V. Je fais CTRL C, je me positionne là, je fais CTRL V. Voyez, tout ça ne nous intéresse pas pour l'instant, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent d'un coup et nous n'en avons pas vraiment besoin. Je vais revenir en arrière. Voilà, je vais remettre là et je vais refaire une autre manière de pouvoir faire des copies. Alors, manière beaucoup plus simple, je clique sur copier et puis alors je fais hop, coller, hop, coller, hop, coller. Je peux arrêter quand je veux. Je peux faire des copies multiples. Une fois que j'appuie sur la touche Escape, et bien voilà, le coller, il est terminé. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Je fais une petite sélection, j'appuie sur Delete. Encore une autre manière de pouvoir faire un déplacement. Je sélectionne, pas le déplacement, une copie. Je sélectionne mes 4 cellules. Je me rapproche de nouveau de telle sorte que mon curseur change de forme. J'appuie sur la touche CTRL et je fais un clic glisser. Je lâche la souris, mais pas la touche CTRL. Et je commence. Hop, hop. Autant de fois que je veux, comme ça. Quand j'en ai assez, je vais lâcher la touche CTRL maintenant. Et voilà, le collage est terminé. Maintenant que j'ai vu ces différents outils, eh bien, je vais pouvoir me consacrer à cette feuille 1 que nous avions déjà vue. Je sélectionne le tout et je vais mettre sur 14, comme ça, c'est un peu plus grand. Ça va me permettre de pouvoir travailler plus sur ces cellules. Alors oui, bon, on voit que achat prix de vente n'est pas apparent. Bah, tant mieux pour l'instant, ça permet de constater que lorsque j'écris quelque chose dans C1, eh bien on voit bien le début et ce qui est à gauche ici, prix d'achat, eh bien il est écrasé tout simplement parce que il n'est pas écrasé, en fait il est caché parce que la cellule n'est pas assez grande. Par contre, vous voyez que différence, il va continuer à écrire sur la cellule qui suit ici parce que dans E, il n'y a rien. Donc si je me place dans E et que j'écris pourcentage, voilà, je valide, et bien vous voyez que le même procédé s'applique. Vous avez pourcentage qui cache la fin de différence, mais comme il n'y a rien dans F, eh bien le mot pourcentage a continué de s'afficher. Alors je voulais vous montrer un outil très intéressant, très important que vous allez utiliser très régulièrement, c'est la poignée de recopie. Parce que jusqu'à présent, ce que nous avions fait, nous avions saisi une formule au clavier et pour les lignes suivantes, il fallait recommencer. Vous allez voir qu'en réalité, le but du classeur, c'est justement de ne pas devoir recommencer cette opération. Voilà, regardez la procédure. Je commence par saisir ma formule au clavier. Donc, égale C2 moins B2. Je valide, voilà, c'est fini. Je me positionne sur 70. Alors, la poignée de recopie, c'est ce fameux petit carré vert que vous voyez en bas à droite de la cellule active. Je me positionne dessus. La grosse croix blanche est devenue une petite croix noire. Je fais un clic et glisser vers le bas. Et voilà, il y a tous des nombres qui apparaissent. Si je vais voir à l'intérieur, ici il y avait C2 moins B2, ici C3 moins B3, etc., etc.
Vous voyez, c'est vraiment magique. Alors, cette poignée de recopie, elle permet de pouvoir faire des tas de choses inimaginables. Regardez, je vais prendre quelques exemples assez classiques. Regardez, je fais lundi, mardi. Alors, je suis en train de le faire à la verticale sur une colonne. Ça fonctionne aussi horizontalement sur une ligne. Je sélectionne lundi, mardi. Je prends la poignée de recopie et regardez. Voilà, c'est magique. Je vais à côté, je fais janvier, février. Hop, je sélectionne les deux. Et voilà. Je vais faire 1, 2, 3. Ah. Bon, j'en ai fait un en trop, c'est pas grave. C'est tout simplement pour dire que je ne suis pas obligé de sélectionner le 1. Je peux sélectionner le 2, 3. Voyez un petit peu ce qui se passe. Voilà, ça marche très bien. Je vais revenir en arrière. Qu'est-ce qui se passe si je ne sélectionne que le 3? Ah, voilà. Ça, c'était pour vous montrer que lorsque vous mettez un mot, d'ailleurs on va faire l'expérience avec n'importe quoi, bah voilà, truc. Si je prends truc et que je fais la poignée de recopie, voilà, j'ai plein de trucs. Si j'écris A, bah évidemment, vous avez compris ce qui va se passer. Hop, j'ai tout des A. Et maintenant, si au lieu d'écrire A, je vais écrire 2 et puis en dessous 5. Voilà. La différence entre 2 et 5, ben c'est 3. Je sélectionne les deux, je fais ma poignée de recopie. Et bien, vous voyez que le contenu de chacune cellule fait en sorte que la différence entre une cellule et la cellule juste au-dessus fait toujours 3. C'est ce qu'on appelle un pas entre les valeurs de deux cellules. C'est à chaque fois 3. D'ailleurs, c'est très simple à vérifier. Regardez, si je demande, je fais égal cette cellule, moi, cette cellule-ci. Je valide. Voilà. Si je fais la poignée de recopie ici, je vais avoir tous les 3. Mais alors, ce ne sont pas des 3 qui correspondent à la valeur, mais regardez, si vous voyez ici, vous avez K3 moins K2. Ici, c'est 4K moins K3. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un calcul qu'il fait. Voilà, comme ceci. D'ailleurs, je vais le démontrer. Si maintenant, ici, au lieu de mettre un 32, je décide de mettre 45, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'il y a bien eu un changement qui s'est modifié. Ça démontre bien qu'il ne s'agissait pas d'une poignée de recopie correspondant à la valeur 3 qui se répète toujours, mais bien à la formule qui s'est à chaque fois répétée. Essayons encore quelque chose. Je vais dire un bol. Voyons ce qui se passe. Ah, surprise. Ça marche si j'écris numéro 1. Voilà. Je vais écrire 1 euro. Et voilà. Remarquez que bon, que chaque fois que j'ai associé un nombre avec du texte, en sélectionnant qu'une seule cellule, il n'a pas fait 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, mais qu'il a directement fait cette modification de changement de nombre avec un pas de 1. Eh bien, je vais pouvoir appliquer ça dans le petit tableau qui était ici. Je vais enlever ça, je sélectionne tout et j'appuie sur Delete. Voilà, tout est effacé. Je voudrais utiliser encore quelque chose. Ce sont ce qu'on appelle des fonctions de base. La première grande fonction de base, c'est la fonction somme. Je vais directement mettre en gras. Ah, il ne veut pas. Alors, je vais valider d'abord, mettre gras ensuite. Voilà. Je veux faire la somme de tout ce que j'ai ici.
qu'est-ce que j'ai là? Je vais avoir la somme du prix d'achat, donc je sais combien d'argent est-ce que je vais donner d'argent à celui qui me donne la marchandise. Je vais pouvoir connaître l'argent que j'ai reçu au total et ça me permettra ici de pouvoir connaître mon bénéfice. Alors, quels sont les différents moyens de pouvoir faire ça? Le moyen, c'est peut-être le plus simple, mais certainement le plus stupide, c'est de faire ceci. Égal ça, plus ça, plus ça, plus ça, et de valider. Bon, j'obtiens une somme, mais ça n'a vraiment aucun intérêt. J'enlève ça, je supprime directement. Regardez ici, j'ai un outil qui s'appelle la somme automatique. Vous voyez, raccourci Alt plus égal. Testez-le si vous voulez, moi je ne l'ai jamais fait et je ne pense pas que ce sera demain la veille que je vais l'utiliser. Alors qu'il suffit simplement de faire clic. Voilà, et du coup, il a sélectionné toutes les cellules qu'il a vues en haut. Regardez la structure. Vous la voyez ici, vous voyez là. C'est la structure de l'ensemble de toutes les fonctions Excel. Elle commence par un égal, le nom de la fonction, les parenthèses et alors tous les paramètres de cette parenthèse. Ici, les paramètres, c'est ce qu'on appelle une plage de cellules. Il va faire la somme du contenu des cellules qui vont de la cellule B2 à la cellule B5. Donc la plage de la cellule. Voilà, je valide, hop, et j'obtiens 136. C'est simple, hein? Hop, hop, hop. Voilà, j'ai fait hop, hop, hop en réalité. Je me suis positionné, j'ai cliqué et puis j'ai appuyé sur Enter. Il y a un autre moyen que de faire hop, hop, hop. Je vais ici, je le fais sur 136 qui est une somme, je veux qu'il fasse la somme partout. J'utilise la poignée de recopie. Et voilà. Il a bien fait la somme de ce qui est au-dessus, la somme qui est au-dessus. Vous voyez que c'est très simple. Ah, je voulais vous parler du pourcentage. Je veux faire un pourcentage de ce que j'ai gagné comme bénéfice. Je vais changer différent. Je vais mettre bénéfice. Ça sera peut-être plus clair. Voilà. La différence permet de pouvoir obtenir le bénéfice. Je voudrais connaître mon pourcentage de bénéfice des médailles, de la coupe, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais me positionner ici. Je vais dire égal 70 divisé par 186, ce qui est normal. Comment est-ce que je fais un calcul de pourcentage lorsque j'ai un tableau? Je prends la valeur qui m'intéresse sur le total. C'est toujours comme ça. Si je fais ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir une valeur décimale. Ah, est-ce que je me suis trompé dans ma formule? Oui, j'ai mis un fois. Oh, voilà. Ça me permet d'utiliser la modification. C'est une division. Voilà, j'obtiens 0,376344. C'est peut-être pas le genre de nombre qui m'aurait intéressé. Alors, j'aimerais bien l'avoir sous forme de pourcentage. Une première manière que je peux faire, c'est de dire, tiens, si je multiplie par 100. Ah, ça c'est une bonne question, tiens. Si je fais fois 100, est-ce que le 100 va s'appliquer sur le D6 ou bien il va s'appliquer sur le D2? Vous voyez un petit peu, hop, eh bien il s'appliquait sur le D2. Il a fait le respect des différentes priorités. La division en soi, il l'a fait d'abord, puis il a fait la multiplication ensuite. Il y a peut-être une chose que vous pouvez faire quand vous n'en êtes pas sûr, c'est de placer des parenthèses. Si vous dites, je ne suis pas certain que Excel va faire ce que je veux, si je mets des parenthèses, là au moins pour moi c'est plus visible, je sais qu'il fait la division et puis après qu'il va multiplier par 100, bien sûr il va donner le même résultat. Mais c'est peut-être pas ça qui m'intéresse. Je vais enlever ce que j'ai fait là, je vais recommencer, donc égal 70 divisé par 186, voilà. Donc voilà, j'ai obtenu un résultat. Moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il me le mette sous forme de pourcentage. Eh bien, il suffit de cliquer sur pourcentage. Hop. 38. Ah mais je voudrais des chiffres derrière la virgule.
Là, il n'y en a pas. Eh bien, voilà, grâce à ces deux outils-là. Je en veux 2. Hop, hop. Allez, j'en mets 3. J'ai changé d'avis, j'en ne veux que 2. Voilà, je reviens en arrière. Mais malgré tout, il a retenu tous les autres chiffres qui sont derrière la virgule pour les différents calculs. Donc, je sais que le 70, en fait, au niveau bénéfice, c'est 37,63% de mon bénéfice. Bon, si j'utilise la poignée de recopie, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Le plus simple, c'est d'aller cliquer ici et de voir ce qui se passe au niveau de ma cellule. Bien, je regarde la formule. D3 sur D7. D3, pas celui de Gibraltar. Hein. Donc D3, c'est ce qu'il y a ici. C'est la valeur, bon, elle est cachée par mon petit message d'erreur ici. Mais c'est pas ça le problème. C'est D7. Si je regarde D7, il n'y a rien dedans. Voyez? Donc du coup, il est en train de faire une division par 0. Et c'est exactement ce qu'il est en train de me signaler. Vous êtes en train de diviser par 0. Qu'est-ce qu'il fait en réalité avec la poignée de recopie? Comme je descends, tous les noms de cellules, eh bien, descendent aussi. Si je descends d'un cran, D2 devient D3. Et si je descends d'un cran, le D6, eh bien, D6 devient D7. Et je ne veux pas qu'il devienne D7, je veux qu'il reste D6. Donc, je voudrais geler quelque chose. Il faut que je fasse une modification au niveau de ma formule. Allons-y. J'enlève tout et je recommence. Je fais égal 70 divisé par, voilà, D6. Cette fois-ci, je vais utiliser un raccourci clavier. Je vais utiliser la touche F4. Regardez, quand j'appuie sur la touche F4, hop, il y a des dollars qui apparaissent. Il y a $1 qui s'est mis devant le D. Il y a $1 qui s'est mis devant le 6. Je rappuie de nouveau sur la touche F4. Hop, il y a $1 qui est disparu. Il n'est plus que devant le 6. À nouveau, cette fois-ci, c'est devant le D uniquement. Pas le 6. Et hop, les dollars ont disparu. Ce sont des références particulières. Quand il n'y a pas de dollars, par défaut, on parle de références relatives. Elles sont relatives parce que vous avez vu que quand j'utilise la poignée de recopie, eh bien, fatalement, le nom change, hein, comme dans ce cas-ci, le D6 devenait D7. Si j'appuie sur F4, eh bien, le dollar gèle la partie qui le suit. Donc, je gèle le D et je gèle le 6. Là, c'est ce qu'on appelle une référence absolue. En utilisant la poignée de recopie dans n'importe quel sens, le D6 restera toujours D6. Si j'appuie de nouveau sur F4, il n'y a que le 6 qui est gelé. Là, on a affaire à une référence mixte. Et là également, si je me positionne sur le D, il n'y a que le D qui est gelé, donc c'est une autre référence mixte. Je vais pour commencer utiliser la référence absolue. Je valide et cette fois-ci, ça va fonctionner. J'utilise la poignée de recopie. Voyons un petit peu tout ce qui va se passer. La première chose que l'on peut constater, c'est que ça a marché. Cette fois, on a bien, ici, on a D3 divisé par D6, D3, D4 divisé par D6, etc., etc. J'insiste énormément sur l'utilisation des références absolues, relatives et mixtes parce que cela fait partie d'un acquis d'apprentissage. Si vous ne savez pas faire la différence entre ces différentes références, vous êtes d'office en seconde section. Mais revenons à des choses plus joyeuses. Qu'est-ce que nous pouvons encore voir? D'abord, en faisant la poignée de recopie, je constate que le format a aussi été respecté jusqu'au 100%. Si maintenant, je ne voulais pas qu'il y ait marqué 100%, mais que je reste dans le mode standard, je vais obtenir 1. Ça, c'est ce qu'on fait souvent en statistique, en disant que bon, qu'on sait que la somme des fréquences doit donner 1, ce qui correspond au 100%. Ou pas. Vous pouvez laisser le 100%. Il n'y a pas de problème. Alors,
si j'avais utilisé les autres références. Donc je recommence, je fais égal 70 divisé par 186 et je joue avec ma touche F4. Bon, l'absolu, qu'est-ce qui doit être gelé? En fait, on a vu que quand je descendais, le D6 devenait D7. Donc le D, lui, de son côté, ne bouge pas. Ce qui m'intéresse, c'est que le 6 soit gelé. Donc, si j'utilise ça, hop, et bien normalement, je vais obtenir le même résultat. Ça va fonctionner. Par contre, si je m'étais trompé, 70 divisé par 186, et que je crois que c'est uniquement le D que je dois geler, je vais me positionner là, je valide. Pour la première valeur, ça fonctionne, mais après, ça ne fonctionne plus. Voilà, donc, soyons prudents pour l'utilisation des références relatives, absolues et mixtes. Le plus simple, c'est que quand vous ne devez utiliser que des colonnes, là, il n'y a pas besoin vraiment de réfléchir. Vous pouvez sans hésiter utiliser les références absolues, ça fonctionne à tous les coups. Mais si vous devez manipuler des poignées de recopie aussi bien verticalement qu'horizontalement, comme c'est le cas d'ailleurs dans celui de les tables de multiplication, eh bien, là, vous êtes d'office obligé d'utiliser les références mixtes. D'ailleurs, ça fait partie des exercices qui vous sont proposés. Il me reste une dernière chose à voir avec vous, c'est la possibilité de pouvoir insérer et supprimer des objets, les objets étant des lignes, des colonnes et des cellules. Les cellules, c'est déjà moins utilisé, c'est souvent que quand on a fait une erreur de saisie, qu'on a fait un décalage et qu'on dit « Ah tiens, il y a une cellule qui ne va pas, on doit déplacer toute une partie de la colonne vers le bas », alors on utilise ce type d'insertion. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Voyons ici, j'ai 4 objets. Supposons qu'il y avait un 5e objet que je voulais placer. Je peux le placer où je veux, mais parfois ce sera peut-être intéressant de voir comment faire. Je vais ici porte-clés, je vais insérer. Alors, la première question que je pose dans ce cas-ci lorsqu'on est en classe, c'est si je demande d'insérer une ligne, est-ce qu'elle va s'insérer au-dessus ou est-ce qu'elle va s'insérer en dessous? Et pourquoi? Bien entendu, les réponses en sont multiples. La réponse se situe au niveau de la cellule A1 ou n'importe quelle cellule qui se trouve ici. Si je veux insérer une cellule en haut, juste au-dessus de la ligne 1, comment pourrais-je le faire si par défaut il insère en dessous? C'est impossible. Donc d'office, il va toujours insérer une ligne au-dessus, comme ceci. Voilà, donc ça veut dire que si je me place au niveau de porte-clés et que si je fais insérer des lignes, voilà. Ce qui serait aussi intéressant de savoir, c'est que là j'ai somme qui est du texte en gras. Je voudrais savoir un petit peu comment il va réagir aussi. Donc je fais insérer ligne dans la feuille. Voilà, j'ai inséré 2 lignes. Je vais mettre un objet ici, n'importe quoi, je vais mettre tasse, et puis bon, ici je vais mettre assiette. Oh là, belle faute d'orthographe. Voyons comment il va réagir. Ah, aucune réaction. On va un petit peu voir s'il serait capable de pouvoir changer, s'il pourrait corriger ma faute d'orthographe. Ah là, je suis dans révision. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, bah voilà. Non, je ne vais pas ignorer. Voilà, remplacer. Très bien. Voyez, en faisant des erreurs, vraies ou fausses, ça nous permet de pouvoir rajouter des petites informations supplémentaires. Bon, je vais mettre des choses.
Bon, je vais mettre n'importe quoi, donc 28. Et ici, je mets 46. Voyons un petit peu. Alors, comment il a réagi ici, le 212. C'était ça qui m'intéressait. Il va bien de B2 à B7. Voilà. Parce qu'on aurait pu se dire, tiens, le fait que je mette tasse entre coupe et porte-clés, bon, il n'y a pas de problème. On est d'accord pour dire que ça devrait réagir toujours de la même manière et que cela devrait s'insérer dans la somme. Mais peut-être que ici c'était moins sûr. Eh bien oui, le fait de rajouter une colonne au-dessus de la somme, eh bien il l'intègre aussi. Et après, si on le désire, on peut compléter le petit tableau. Là, il faut que je mette quelque chose de supérieur. Eh bien non, j'ai envie de l'embêter. Je vais dire, tiens, supposons que le prix de vente soit inférieur, il fait une perte. On va voir comment il va réagir. Ça, c'est quelque chose que je vous propose toujours de faire avec Excel, que ce soit chez vous, que ce soit en classe. C'est de dire, tiens, si je veux tromper Excel, comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va comprendre quelque chose ou pas? Voilà. Alors, je prends là, je vais faire la poignée de recopie. Voilà. Ça va, il a l'air de pouvoir réagir, malgré tout. Ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'il va réagir au niveau de la somme. Voilà, on est d'accord toujours pour faire du 100%. Malgré la perte, il a quand même toujours réussi à calculer ce qu'il en était pour obtenir le 100%. Donc, tout fonctionne très bien. Ça aussi, c'est intéressant de voir, c'est que on n'en avait pas encore parlé, mais Excel gère les nombres négatifs sans la moindre difficulté, il n'y a aucun problème. On peut vérifier aussi, ici, on ne l'avait pas encore fait, de voir où se situe le maximum ou le minimum. Là, pour le minimum, il n'y a pas photo, on le voit tout de suite, avec le nombre négatif. Et 108, c'est bien le nombre le plus grand de cette colonne-là. Le 175, ici, ça colle bien. Le 12, le plus petit. Là, 67 et 9. Là, c'est encore des choses, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que maximum et minimum font partie des fonctions statistiques? Simplement, par exemple, si vous voulez calculer l'étendue d'un tableau statistique, eh bien, c'est tout simplement rechercher la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Et donc, c'est bien dans les fonctions statistiques. Nombre aussi, d'ailleurs, fait partie des fonctions statistiques. Donc, nous avons vu une fonction somme automatique qui fait partie des fonctions mathématiques générales, on va dire, tandis que les autres, moyenne, maximum, minimum et nombre, sont des fonctions statistiques. Alors, ce que je vous ai montré pour l'insertion de lignes fonctionne très bien pour les colonnes également. Je voulais mettre une colonne supplémentaire, ça peut être n'importe quoi. Je me positionne n'importe où. Je dis que je veux insérer une colonne. Est-ce qu'elle va s'insérer à gauche et à droite? Même réponse pour la ligne. Si je me mets ici dans la colonne A, si je voulais insérer une colonne à gauche, ce serait impossible si par défaut, elle s'insérait à droite. Donc, une colonne vient toujours s'insérer à gauche. Et là, je peux à ce moment-là écrire la même chose. Et puis, je décide au contraire de faire le contraire, je veux supprimer une colonne. Voilà, j'ai deux possibilités. Je peux supprimer la colonne comme ceci, supprimer des colonnes dans la feuille. Voilà. Je peux aussi dire, tiens, je vais supprimer cette colonne-ci. Je dire, je sélectionne la colonne et puis je la supprime. Ouais, évidemment, du coup, au niveau pourcentage, il est un petit peu embêté. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve plus les références. On voit apparaître des nouvelles erreurs. Dans ce cas-là, oups, c'est une erreur, on vient en arrière. Ouf, tout va bien de nouveau. Même chose pour ce qui est des lignes. Voilà, j'avais rajouté tasse et j'avais rajouté assiette. J'ai décidé que je ne le voulais plus. Je sélectionne les deux lignes, je clique sur supprimer. Voilà, les deux lignes ont supprimé. Et je suis revenu à mon point de départ. Qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre pour terminer la leçon? Eh bien, je vous avais parlé de insérer des cellules. Je vais supprimer ces lignes. Pardon. Bon, oui, j'ai plus besoin de ça pour l'instant. Je vais supprimer ça aussi. On va dire que
au niveau des coupes, j'oublie de mettre le 67. Je mets 10, 9, et puis je me retrouve dans ce cas de figure-là où je me dis, ah, mais j'ai un problème. Bon, le cas le plus simple, c'est dit, je sélectionne et puis je le descends. Il n'y aurait pas de souci. Mais ça va pas. Alors, ce que je peux faire, c'est demander d'insérer une cellule. Je vais demander d'insérer une cellule. Par défaut, je veux décaler la cellule vers le bas. Je dis OK. Vous voyez que bon, qu'il y a les autres options possibles. Je peux demander de sélectionner, de déplacer vers la droite. Ça veut dire que toute cette partie-là va aller vers la droite. Ou alors, une ligne entière ou une colonne entière, c'est comme insérer une ligne ou insérer colonne. Je demande donc de décaler la cellule vers le bas. OK. Voilà. Ouf, c'est réparé. Alors évidemment, c'est un tout petit tableau. Ici, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ça aurait été très important comme outil si vous aviez eu un tableau gigantesque avec plusieurs centaines de données. Vous avez saisi 200, vous devez saisir 250 données. Vous voyez que vous en avez saisi 249. Il y en a une qui a été oubliée quelque part. Vous arrivez à le repérer. Bon, l'idée n'est pas de commencer à tout recommencer. Donc, il suffit de procéder de la même manière que l'on vient de faire ici, à l'endroit voulu. Ça permet de faire le décalage demandé. Et à ce moment-là, vous êtes sauvé. Vous avez le même principe. Supprimer, c'est au cas où, justement, vous avez peut-être mis une donnée en trop. Donc, voilà, je suis là. Je vous avais fait 67, puis 10, et puis 9. Et puis, mais c'est pas normal, ça, il y a une donnée qui s'est dédoublée à un certain moment donné. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici, je vais demander de supprimer une cellule. Voilà, cette cellule qui est en trop. Et cette fois-ci, je vais demander de décaler le tout vers le haut. Voilà, je suis sauvé, presque sauvé. Il y a eu un petit défaut à ce niveau aussi, on va réparer ça. Hop, voilà. Fin de la leçon numéro 2.